Takashi est un loser au cœur brisé dont le meilleur ami se tapait sa crush. Mais quand une invasion zombie éclate, il en profite pour la draguer et forme un groupe de bombes à se taper tout en survivant à la fin du monde. Avant l'apocalypse, Takashi avait séché le deuxième cours de la journée. Il est assis seul, boudant, pensant à son amour d'enfance, Rei, qui lui avait jadis promis de l'épouser. Mais après avoir redoublé une classe, elle s'était disputée avec Takashi, et maintenant elle sort avec son meilleur ami. Puis Takagi arrive, le grondant d'avoir séché, tout en se penchant vers lui, exhibant sa poitrine tremblante. Takashi riposte, lui faisant remarquer qu'elle n'est pas en classe non plus. Et Takagi se défend, disant qu'elle est intelligente, contrairement à lui, qui est une racaille imbécile. La façon dont elle le dit le vexe, et Takashi lui demande pourquoi elle agit toujours comme ça. Takagi hausse les épaules, disant qu'elle déteste les gens qui ne réalisent même pas à quel point ils sont stupides. Elle continue de râler, mais Takashi décroche, car ses pensées sont ailleurs. Ça l'agace, et elle s'en va. Il se souvient encore du moment où Rei lui a dit qu'elle lui faisait des signes qu'elle l'aimait, mais il n'a jamais rien remarqué, et elle s'est lassée d'attendre. À ce moment-là, un grand fracas résonne depuis le portail de l'école où un type étrange se cogne la tête contre. 4 professeurs se précipitent dehors, l'une d'elles, Mademoiselle Hayashi, avec ses formes généreuses, essaie de le calmer. L'homme ne répond pas, alors Tejima, un des profs hommes, intervient pour le maîtriser. Quand il croit maîtriser la situation, le type le mord. Monsieur Tejima s'effondre et tandis que les autres se précipitent pour l'aider, il attrape soudainement le cou de Mademoiselle Hayashi et la mord aussi. Takashi, ayant tout vu, court dans le bâtiment. Tout ce à quoi il pense, c'est Rei, et peu importe s'il se fait gronder pour avoir séché les cours, car il doit la trouver. Quand il la trouve, le nouveau petit ami de Rei, Hisashi, est déjà avec elle. Hisashi demande ce qui se passe et Takashi dit sans détour que quelqu'un vient de mourir à la porte. Rei essaie de protester mais Takashi la gifle fort, les ramenant à la réalité et il décide de s'enfuir. Takashi explique tout ce qu'il a vu et tous les trois se précipitent pour trouver tout ce qu'ils peuvent utiliser comme arme. S'accrochant encore à la normalité, Rei tente d'appeler son père, un policier, mais la ligne de la police est saturée. C'est alors que la diffusion d'urgence de l'école se déclenche, la voix d'un professeur annonce que la violence a éclaté et que le personnel doit évacuer les élèves. Mais avant qu'il ne puisse finir, un bruit horrible le coupe, sa mort brutale et terrifiante en direct au micro, ce qui provoque la panique chez tous les élèves. Hisashi dit à Takashi qu'il devrait se diriger vers le toit, pas les escaliers, car les cages d'escalier sont bondées d'élèves paniqués, ce qui en fait un piège mortel. Sur le pont menant au toit, il rencontre un professeur déjà transformé. Il se jette sur Rei, qui se fiche de peur et essaie de mordre ses guimauves. Hisashi lui hurle de se battre et elle s'exécute, le poignardant directement à travers la poitrine. Mais même avec son cœur transpercé, le professeur continue d'avancer, poussant Rei à terre dans une position parfaite pour qu'il la dévore. Voulant jouer les héros, Hisashi attrape l'homme par le cou pour sauver sa bien-aimée, mais le professeur se tord inopinément et plante ses dents dans le bras d'Hisashi. Rei le poignarde encore par derrière et c'est toujours inutile, mais Takashi comprend la vérité, que le professeur est déjà mort, avec seulement la faim à l'esprit. Rei hurle et tente désespérément d'arracher le monstre de son petit ami, suppliant Takashi de l'aider. Poussé par l'adrénaline, Takashi charge et décapite le professeur. Rei ne le remercie pas et court vers Hisashi qui insiste sur le fait qu'il va bien. Mais alors, d'autres cris résonnent de l'intérieur et l'infection se propage rapidement tout autour d'eux. Ils atteignent le toit et en regardant la ville, ils ne voient que Kao est mort. Puis des hélicoptères survolent la zone, mais pas un seul ne s'arrête pour aider. Dans l'école, partout, les élèves sont dévorés. Certains s'applaudissent avant de pouvoir se retourner. De retour sur le toit, Takashi accepte enfin que c'est quelque chose tiré d'un film d'horreur. Ils n'ont aucune idée de comment ça a commencé, mais tout ce qu'ils peuvent faire maintenant, c'est survivre. Ils courent vers le sommet, évitant et attaquant les morts vivants sur leur chemin. Mais dans l'escalier, Rei essaie de jouer les héros et se fait violemment projeter, elle et ses formes, contre le mur. Hisashi agit vite et la sauve rapidement avant que le trio ne se barricade. En fin d'après-midi, alors que le soleil commence à décliner, Hisashi commence à changer, du sang coulant de sa bouche. Rei refuse d'y croire, mais Takashi lui dit de regarder autour d'elle, lui montrant la réalité dans laquelle ils vivent. À peine conscient, Hisashi supplie Takashi de l'achever avant qu'il ne soit trop tard, ne voulant pas devenir l'un d'eux. Rei s'accroche encore à l'espoir, refusant de croire que c'est la fin, mais ses prières sont vaines. Puis Hisashi disparaît et ses yeux deviennent froids. Mais l'instant d'après, il se relève, transformé en quelque chose de tout autre, et la personne qu'il était a disparu. Takashi serre fermement son arme, visant un seul coup, et malgré les supplications de Rei pour qu'il s'arrête, Takashi fait ce qui doit être fait. Ensuite, avec Hisashi gisant sans vie, Rei commence à devenir folle, disant qu'elle aurait préféré mourir avec Hisashi plutôt que de vivre avec Takashi. Elle commence à accuser Takashi d'avoir tué Hisashi par jalousie, disant qu'il est en colère qu'Hisashi soit avec elle avant lui. Mais Takashi ne réagit pas, et après avoir entendu les paroles blessantes de Rei, il se dirige vers les barricades et commence à les démonter. Rei lui demande ce qu'il fait, et Takashi lui répond qu'il fait ce qu'elle désire, qu'il disparaisse. Mais Rei le supplie de rester, s'excusant pour ses paroles blessantes. Alors, voyant la fille qu'il aime toujours le supplier de rester avec elle, Takashi cède et la serre fort dans ses bras, acceptant lentement la nouvelle réalité à laquelle ils sont confrontés. Ailleurs dans l'école, Takagi fait toujours de son mieux avec Kauda, le gros lard du lycée, pour échapper aux morts vivants. Kauda demande à Takagi où ils sont censés aller maintenant. Elle lui retourne la question et il dit qu'il pense se diriger vers la salle des professeurs.
Takeji le réprimande immédiatement, disant que les professeurs ne seront d'aucune aide dans une situation pareille. Sur le pont, elle montre un groupe d'élèves faisant exactement ce que Kauda a suggéré. Et comme Takagi l'avait prédit, les professeurs ont déjà fait demi-tour. Takeji lui dit clairement que leur seul but est de rester en vie. De retour sur le toit, Rei est toujours sous le choc de la mort d'Hisashi. Son corps gît devant eux et un lourd silence plane dans l'air jusqu'à ce que Rei se lève et dise qu'elle va essayer de rappeler son père. Takeji lui tend son téléphone. Quand son père décroche, il reconnaît le numéro de Takagi mais ne réalise pas que c'est Rei au bout du fil. Il commence juste à parler, disant que la ville est en plein chaos et que Takeji doit mettre Rei en sécurité. Avant qu'il ne puisse finir ce qu'il dit, le signal est coupé. Rei fond en larmes, car même lors de ce qui aurait pu être sa dernière chance, son père ne reconnaît pas la voix de sa propre fille. Pendant ce temps, Kauda demande à Takagi si elle a apporté son téléphone et dit en hésitant qu'il voulait appeler la police. Takagi soupire, disant qu'appeler la police est inutile maintenant car tout le monde essaie déjà de faire la même chose. Elle affirme que si quelqu'un reçoit de l'aide, ce ne sont que les hauts gradés, et avec le gouvernement débordé, personne ne viendra les chercher. Après cette dure vérité, Takagi dit à Kauda de courir à nouveau, et dans sa tête, elle pense à quel point elle aurait aimé finir avec Takashi au lieu de ce gros porc. À l'infirmerie, 2 élèves sont déjà là et l'un d'eux s'est transformé. L'infirmière scolaire, Shizuka, est bête comme ses pieds et met trop de temps à comprendre à quel point elle est mal partie. Elle ramasse nonchalamment des médicaments et sa silhouette trop rebondie se balance à chaque pas. Un élève essaie de la presser, mais elle fait simplement les choses avec décontraction. Soudain, les morts vivants font irruption, attaquant l'élève tandis que Shizuka ne peut que regarder. Alors qu'elle est sur le point d'être dévorée, Saeko, une élève de terminale du club de kendo, arrive et abat la créature, les sauvant. Mais il est trop tard, l'étudiant a déjà été mordu. Saeko lui demande son nom, puis lui dit doucement qu'il sait ce qu'il attend. Elle lui demande s'il veut en finir avant de se transformer, et d'un faible sourire, le garçon acquiesce. Shizuka proteste, mais Saeko l'interrompt, disant que c'est le devoir d'une femme de protéger la dignité d'un homme. Puis elle exauce sa dernière demande. Ailleurs, Takagi bricole quelque chose avec les moyens du bord. Elle suppose que Kota aime les trucs militaires et lui demande de bâtir quelque chose. Le cerveau de Kota, le geek, s'active et les idées fusent. Soudain, des morts vivants cognent à la porte et Takagi panique. Mais Kota achève l'assemblage d'une arme improvisée. Et juste au moment où l'un d'eux défonce la porte, il est prêt à tirer avec un pistolet à clous. Après avoir dégagé un chemin, Kota demande à Takagi pourquoi elle l'a même emmené. Elle hausse les épaules, disant n'avoir aucune raison particulière. N'ayant d'autre choix que de survivre, les deux entament leur propre combat. De retour sur le toit, Rei a une idée d'utiliser le tuyau d'incendie pour repousser les morts vivants. Takashi est impressionné par la perspicacité de Rei et elle donne le crédit à Hisashi, puis se tait, se souvenant qu'il est parti. Takashi ne dit rien, mais pour changer l'ambiance, Rei dit qu'il est temps de quitter le toit. Rei lui tend sa batte de baseball car il est temps de partir d'ici. À l'intérieur du bâtiment, Rei se demande où il devrait aller. Takashi dit qu'il veut trouver des survivants et les ramener chez eux. Rei est d'accord et lui dit d'appeler ses parents, mais Takashi dit que ça n'a pas d'importance car son père est hors de la ville et sa mère est enseignante. Et il ne montre aucune inquiétude devant Rei, mais au fond de lui, il est mort d'inquiétude pour eux. Ailleurs, Takagi et Kuta essaient de distraire les morts vivants et ils découvrent que les morts vivants semblent réagir au son, car ils sont probablement aveugles maintenant. Pendant ce temps, Saeko et Shizuka se dirigent vers la salle des professeurs pour chercher des clés de voiture. Saeko, calme et concentrée, ne prend même pas la peine d'attaquer les morts vivants en chemin et les repousse simplement. Shizuka demande pourquoi elle ne les combat pas. Saeko explique que ça prend du temps et s'ils sont coincés, ils n'auront pas d'issue. Puis Shizuka trébuche sur un paillasson. Tandis que ses atouts rebondissent comme d'habitude, Saeko déchire sa jupe, disant qu'elle est trop serrée pour ce genre de situation. Shizuka proteste car c'était sa jupe Gucci, mais Saeko n'y prête aucune attention. Soudain, elles entendent quelque chose du bureau. C'est toujours Kyuda et Takagi qui se battent. Kyuda crie à l'aide, mais Takagi ne cesse de hurler et refuse de lui venir en aide, alors il lui signale les morts vivants juste derrière elle, et c'est à ce moment-là qu'elle pousse enfin un cri. Tout le monde l'entend et se précipite. Uka n'a presque plus de clous, et Takagi est acculée, mais elle trébuche devant une étagère à trophées et commence à les lancer. Rien ne marche, et son gros ego n'aide pas, jusqu'à ce qu'elle attrape une perceuse et l'enfonce dans la tête du mort vivant. Le reste du groupe arrive, et d'un seul regard, ils agissent tous comme une unité. Ensemble, ils nettoient la pièce avec le pouvoir de l'amitié. Takagi reste figée, fixant ce qu'elle vient de faire avec la perceuse. Rei et Shizuka se précipite vers elle, essayant de la calmer. Saeko se présente et tout le monde fait de même, sauf Takagi. Son ego toujours intact, elle dit que les présentations sont vaines pour l'instant. Elle hurle qu'elle est censée être la plus intelligente ici et qu'elle ne devrait pas agir ainsi. Saeko voit la peur dans ses yeux et intervient doucement, lui disant que c'est bon d'arrêter de faire semblant. Takagi se regarde enfin dans le miroir, couverte de sang, tandis que sa façade d'ego s'efface lentement et elle fond en larmes comme un petit bébé. Ensuite, ils parviennent à la salle des professeurs pour se regrouper, et quand Kuta essaie de prendre des nouvelles de Takagi, il est déstabilisé en la voyant avec des lunettes et se fait réprimander pour son comportement bizarre. Ils discutent de leur plan d'évasion et décident qu'en groupe, ils devraient utiliser le bus scolaire pour sauver leur famille. À ce moment-là, Rei voit la télévision qui diffuse les nouvelles, annonçant que le monde entier fait face à l'épidémie de morts vivants. Takagi devient frustré, se demandant pourquoi le gouvernement refuse toujours d'expliquer ce qui se passe avec cette situation de morts vivants. Takagi répond calmement que le gouvernement ne veut probablement pas provoquer de panique de masse, car la peur mène au chaos et c'est la dernière chose qu'ils veulent en ce moment. Le groupe redevient inquiet et Rei s'accroche toujours à l'espoir que les choses redeviennent normales. Mais Takagi rejette vite cette idée, disant qu'ils font face à une pandémie et qu'il n'y a pas de retour en arrière.
Elle ajoute que ce qu'ils affrontent est comme les grandes épidémies du passé, sauf que cette fois, il n'y a pas de remède. Shizuka commande que la chaleur fera peut-être pourrir les morts vivants plus vite, et Saeko demande combien de temps il faut à un corps pour se décomposer. Shizuka réfléchit un instant et dit que ça prendrait environ 20 jours en été, et plus longtemps s'il fait froid. Takagi intervient de nouveau, demandant comment ils peuvent savoir si les morts vivants pourrissent après avoir vu les morts qui marchent et mangent encore, et personne n'a de réponse. Mais il y a une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est qu'ils doivent rester ensemble et sortir de cette école. Saeko suggère qu'ils aident tous les survivants qu'ils trouvent, et Takagi ajoute que la sortie la plus proche est par les portes du parking. Le groupe commence à bouger. Saeko dit qu'il devrait éviter les combats si possible pour économiser énergie et temps, tandis que Takagi rappelle à tous que les morts vivants réagissent au son. Soudain, ils entendent une fille crier dans la cage d'escalier d'un autre groupe de survivants. L'équipe de Takashi réagit comme une escouade, Koda offre une couverture à distance, tandis que Sayoko, Takashi et Rei se rapprochent. Ils se regroupent et se dirigent vers le hall principal où il est bondé de morts vivants. Takagi dit que se cacher ne sert à rien, car ils réagissent seulement au bruit. Cependant, ils ne peuvent pas rester coincés à l'école indéfiniment. Alors, ils ont besoin de quelqu'un pour tester cela, et Takashi se porte volontaire. Rei essaie de l'arrêter, mais Saeko l'arrête en disant qu'il ne devrait pas empêcher ses couilles d'acier de se tester. Il descend les escaliers et fonce droit dans la foule de morts vivants. Quelqu'un s'approche de lui, mais à sa surprise, il le dépasse. Il teste alors la théorie de Takagi en jetant un objet qui fait beaucoup de bruit, et quand il voit que les morts vivants y sont attirés, cela confirme la théorie de Takagi qu'ils ne réagissent qu'au son. Puis ils avancent silencieusement à travers la horde pour atteindre le bus, mais l'un des survivants fait tomber quelque chose par accident et le bruit attire tous les morts vivants vers eux. Le chaos éclate et tout le monde court. Takagi crie sur Takashi pour avoir sauvé le type qui a fait le bruit, mais Rei dit que ça n'a plus d'importance et qu'ils doivent bouger. L'un des survivants est attaqué et sa petite amie refuse de le quitter. Takagi essaie de l'arrêter, mais elle la repousse et court retrouver son petit ami. Takagi ne comprend pas pourquoi quelqu'un ferait ça, et Shizuka dit doucement que certaines personnes préféreraient mourir ensemble dans un monde si brisé. Takagi continue de grommeler à propos de la logique, mais Kota la protège soudainement d'un mort vivant. Il ignore même pourquoi il agit ainsi, et Takagi se fige, abasourdi par l'acte. Une fois le chemin dégagé, Shizuka atteint le bus scolaire et prend le siège du conducteur pendant que tout le monde monte. Mais avant qu'il ne puisse partir, un autre groupe arrive, mené par quelqu'un que Rei reconnaît instantanément. Shido, le professeur qu'elle déteste le plus. Soudain, un élève du groupe de Shido trébuche et tombe, mais au lieu de l'aider, Shido le repousse du pied et monte dans le bus avec un sourire sinistre, déclarant que les faibles ne méritent pas la sécurité. Avec tout le monde à bord, Shizuka abandonne son rôle habituel d'infirmière écervelée, se convainquant que les morts vivants ne sont pas des personnes, et fonce à travers une foule de morts vivants comme si elle roulait sur des nids de poules. Une fois sortie, Shido remercie Saeko et lui suggère de diriger le groupe, mais Saeko refuse. Voyant son opportunité, Shido annonce que chaque groupe a besoin d'un chef, et Rei se penche vers Takashi et lui chuchote qu'il va regretter d'avoir laissé ce sale type monter dans le bus. Ils atteignent l'autoroute et voient la ville en plein chaos où des incendies font rage, des bâtiments s'effondrent et les plages sont désertes. Soudain, un des élèves de Shido prend la parole, disant qu'il ne veut pas être dans le même groupe que Takashi. Un autre élève dit qu'ils auraient dû rester à l'école. Irrité par les plaintes, Shizuka pile sur les freins, sa silhouette rebondissante est secouée alors qu'elle se retourne et leur crie de se taire car il perturbe sa concentration. Saeko demande calmement au braillard ce qu'il veut et il pointe Takashi du doigt, disant qu'il veut que Takashi descende du bus. Kota s'apprête à tirer avec son pistolet à clous, mais Takagi l'arrête. Takashi confronte le type, lui demandant son problème, et alors qu'il s'apprête à l'attaquer, Rei le frappe avec son bâton. Shido applaudit, clairement amusé par le groupe de Takashi. Il commence un discours se présentant comme le candidat idéal pour le chef, et d'une manière ou d'une autre, les gens y croient. Rei en a assez et décide de quitter le bus. Elle affirme qu'elle préférerait affronter les morts vivants plutôt que de passer une seconde de plus avec cet homme. Takashi la suit, essayant de la convaincre de rester, mais avant qu'il ne puisse régler quoi que ce soit, un autre bus rempli de morts vivants s'écrase devant le tunnel. Il explose, bloquant le chemin et séparant Takashi et Rei des autres. Saeko descend du bus, vérifiant leur état, et Takashi crie au groupe qu'ils se retrouveront au poste de police à 19 h. Le groupe se sépare de nouveau, et Takashi et Rei entrent dans le tunnel, juste au moment où le feu de l'épave fait rage derrière eux. Ils s'arrêtent pour reprendre leur souffle, quand un motard mort-vivant apparaît soudainement derrière Takashi. Avant qu'il ne puisse mordre, Rei lui fracasse le crâne avec une brique. Elle l'aide à se relever, et utilisant la moto du biker, ils se rendent en ville. Pendant qu'il roule, Takashi ne peut s'empêcher de penser à quel point tout était normal quelques heures auparavant. Et maintenant, son école, ses amis et son quotidien ont disparu. Il s'est échappé des toits, s'est fait des alliés improbables et a survécu au chaos le plus total. Rei rompt le silence, lui demandant s'il pense que quelqu'un viendra les sauver. Et Takashi secoue la tête, affirmant que personne ne viendra. Rei soupire et se plaint, disant qu'il est toujours si négatif. Mais Takashi hausse simplement les épaules, affirmant qu'il est réaliste sans aucun enjolivement, car les mensonges ne sont d'aucune aide ici. Ri veut argumenter davantage, mais avant qu'elle ne puisse prononcer un autre mot, sa voix forte attire l'attention des morts vivants des environs. Takashi fait vrombir la moto, et ils démarrent en trombe. Pendant ce temps, de retour dans le bus, Shizuka est bloqué sur un pont. Le groupe commence à se diviser, Saeko reste avec leur équipe principale, tandis que Shido rassemble ses élèves autour de lui, charmant déjà les filles avec de fausses promesses et des paroles doucereuses et mielleuses. De retour en ville, Takashi et Rei traversent des rues vides où les gens ont soit fui, soit se sont transformés en morts vivants. Ils voient une voiture de police abandonnée et s'arrêtent. Rei fouille dedans à la recherche d'armes, de tout ce qu'ils peuvent utiliser pour rester en vie. Elle trouve un pistolet, qu'elle tend à Takashi, et il voit qu'il est chargé.
Ils prennent ce qu'ils peuvent et reprennent la route, cette fois à la recherche d'une station-service, car il leur faut du carburant pour continuer. Finalement, ils en trouvent un, mais il est automatisé, n'acceptant que les cartes de crédit. Takashi n'a pas apporté d'argent et Rei a laissé son portefeuille à l'école, ce qui ne leur laisse qu'une option, cambrioler une supérette. Takashi entre et fracasse la caisse enregistreuse pour de l'argent, pendant que Rei reste dehors avec le vélo, réfléchissant à quel point cette journée est devenue folle. Soudain, une main la grippe par derrière, et Takashi se précipite hors du magasin pour y découvrir un homme grand, aux yeux écarquillés, tenant un couteau sous la gorge de Rei. Complètement dérangé, il leur révèle qu'il a vu toute sa famille se transformer et qu'il a dû les achever de ses propres mains. Maintenant, il est seul, désespéré, et il veut s'en prendre à Rei. Avec ses doigts boudinés qui la serrent fort, il commence à la toucher de manière inappropriée, provoquant Takashi. Il exige que Takashi lâche la batte de baseball et fasse le plein de sa moto. Et s'il tente quoi que ce soit, Rei est fichu. Takashi jette délibérément la batte de côté, la laissant claquer bruyamment contre le béton pour attirer l'attention. Puis lentement, il commence à faire le plein, gagnant du temps et réfléchissant intensément tandis que sa main se rapproche du pistolet caché qu'il avait dissimulé plus tôt. L'homme continue de vociférer, haussant le ton et desserrant sa poigne sur le couteau, et Takashi voit son moment. Il s'élance en avant, pistolet à la main, et vise la poitrine de l'homme. Le gars se contente de rire. Il défie Takashi de tirer, affirmant que toute la station-service explosera. Mais il n'y a aucune hésitation dans le regard de Takashi, car il ne supportera pas qu'un voyou mette la main sur sa petite amie. Alors, il appuie sur la gâchette. Le coup de feu déchire l'air de la nuit, résonnant à travers toute la ville. Et c'est suffisamment fort pour attirer les morts vivants des alentours. Ri veut retourner achever le type, mais Takashi l'arrête, car le coup de feu a déjà fait assez de dégâts, et ils doivent partir. Ils sautent sur la moto et démarrent en trombe, laissant l'homme saigner sur place tandis que les morts vivants commencent à les encercler. Et ils disparaissent dans la ville. Le lendemain matin, à l'aéroport, le dernier avion privé se prépare au décollage. À distance, 2 tireurs d'élite couvrent la zone d'atterrissage, tous 2 mercenaires. L'une d'eux, une femme nommée Rika, figure parmi les 5 meilleurs tireurs d'élite du pays, et ils ont été engagés pour sécuriser la zone pour un groupe de VIP fuyant le chaos. Le gars essaie de draguer Rika, lui proposant de masser ses atouts endoloris, mais elle le repousse, plus intéressée à retourner retrouver son ami Shizuka. Pendant ce temps, le bus est toujours bloqué sur le pont, attendant de traverser, tandis que Shido divague comme si c'était une sortie scolaire, disant à tous de rester calmes, de se cacher, d'éviter de contacter leur famille et de faire confiance à l'équipe, tel un expert. Non loin de là, Kuda fait une sieste paisible jusqu'à ce que Takagi le réveille brusquement. Elle demande quelle direction il devrait prendre et Kuda suggère peut-être les abords de la ville. Mais Takagi, pointant le ciel vers l'avion, fait remarquer que beaucoup de gens vont quitter la ville pour se rendre sur des îles ou dans des zones militaires en montagne. Kuda suppose qu'Okinawa pourrait être une destination et Takagi ajoute que des endroits comme Hokkaido ou Kyushu pourraient aussi être des options. Mais les atteindre ne sera pas facile, car si le gouvernement ou l'armée ont déjà établi des bases, ils interdiront probablement l'accès pour empêcher les personnes infectées d'entrer. Et chacun ne pensera qu'à soi, tout comme Shido, qui essaie de bâtir sa propre communauté tordue en amadouant les étudiants, surtout les filles, pour qu'ils le suivent. Kuda devient sérieux et propose de s'occuper de Shido lui-même. Mais Takagi l'arrête, disant que ça n'en vaut pas la peine et qu'il devrait se concentrer sur la traversée de la ville. Elle murmure ensuite à voix basse, espérant que Takashi est en sécurité. Kuda l'entend et la taquine nonchalamment parce qu'elle aime Takashi. Takagi le nie immédiatement, mais c'est déjà trop tard. Saeko et Shizuka l'ont déjà entendu, et toutes les deux affichent une certaine inquiétude, car Takashi et Rei sont encore dehors. Dans toute la ville, la situation s'aggrave. Des gangs parcourent les rues, semant le chaos. Takashi et Rei doivent foncer à travers une fusillade juste pour éviter d'être pris. Leur but est de traverser le pont, mais la foule et la violence rendent cela impossible. Alors Takashi s'éloigne en voiture et cherche un autre itinéraire. Au pont principal, la panique se propage déjà car les morts vivants sont arrivés. L'armée essaie de maintenir l'ordre, mais les gens n'écoutent plus. Par désespoir, les soldats bloquent tous les véhicules et menacent de sanctions pour quiconque sème le trouble. À ce moment-là, quelques étudiants se précipitent au poste de contrôle, contournant les règles établies par les soldats. Mais à cause de cela, ils sont projetés du pont par un canon à eau. De retour dans le bus, Shido est complètement dérangé, délirant toujours sur le leadership dans un délire complet. Saeko en a assez, le traitant de chef de secte, et Takagi est d'accord. Elle regarde les autres étudiants, tous hypnotisés par la fausse confiance et le charisme inquiétant de Shido. Saeko dit qu'ils doivent descendre du bus s'ils veulent atteindre le poste de police et retrouver Takashi. Takagi hésite, puis demande maladroitement à Saeko pourquoi elle semble plus inquiète pour Takashi que pour sa propre famille. Saeko répond calmement qu'elle n'a que son père et qu'il est à l'étranger. Donc, ce qui compte maintenant, c'est sa sécurité et tenir sa promesse de retrouver Takashi. Shizuka intervient et demande où tout le monde habite. Takagi dit qu'elle et Takashi sont voisins. Kuda rit et raconte que sa famille est éparpillée un peu partout. Son père est à Amsterdam, sa mère à Paris, et son grand-père, capitaine d'un bateau de croisière, est occupé à faire des galipettes avec sa grand-mère. Shizuka sourit et dit qu'elle reste avec ce groupe, car ses parents sont partis, ses frères et sœurs sont hors de la ville, et surtout, elle déteste Shido.
Tout le monde est d'accord, et ils élaborent un plan pour marcher jusqu'à l'autre pont. Shido les voit bouger et tente de les arrêter, mais Takagi le remet immédiatement à sa place, leur disant que son groupe n'a pas besoin de lui. Le sourire sinistre de Joker de Shido réapparaît alors qu'il se tourne vers Shizuka, affirmant qu'ils ont besoin d'une infirmière dans leur groupe. Quand il s'approche, Koda tire un coup de semonce qui effleure la joue de Shido. Shido explose de rage, mais Koda l'interrompt, car Shido l'a toujours traité comme une ordure. Mais maintenant qu'il n'y a plus d'école ni de règles, Koda peut lui tirer dessus quand bon lui semble. Sur ce, Saeko, Shizuka, Takagi et Koda descendent du bus, laissant Shido seul derrière eux. Ailleurs, Takashi et Rei sont bloqués sur un autre pont, pris dans un embouteillage. La route est fermée devant eux et le temps presse car ils doivent atteindre le commissariat. Soudain, ils entendent des coups de feu et Takashi reconnaît immédiatement le son. C'est Koda qui tire avec ses armes et le groupe est piégé sur le pont. Takashi fait rugir le moteur et fonce comme dans Fast and Furious, laissant sa famille derrière lui et se précipite sur le pont, atterrissant précisément là où les autres sont cloués au sol. Rei se jette aussitôt dans le combat et Takashi lance son arme à Kota et fonce avec Sayako. Les deux font alors équipe, avançant en parfaite synchronisation pour abattre les derniers morts vivants grâce à leur travail d'équipe. Une fois que le calme est revenu, Rei se précipite directement dans les bras de Shizuka, enfouissant son visage la première dans ses formes douces et généreuses. Takashi prend des nouvelles de Saeko, demandant si tout le monde va bien, mais Takagi et Rei n'aiment pas la voir si proche de lui. Pendant ce temps, Kota est fou de joie car il a enfin une vraie arme à feu entre les mains. Le soleil commençant à se coucher et le poste de police étant encore loin, ils ont besoin d'un abri et c'est là que Shizuka se souvient de son ami Rika qui a un endroit tout près. Alors, le groupe décide de se rendre à cet endroit et Takashi les transporte un par un sur sa moto. Quand vient le tour de Shizuka, avec son charme innocent habituel, elle n'a aucune notion d'espace personnel, offrant à Takashi une expérience très intime et inoubliable avec le corps d'une vraie femme. Tard cette nuit-là, le chaos ne cesse de s'amplifier. Tout le monde sait maintenant que le virus des morts vivants est une crise mondiale et le gouvernement ne peut plus gérer le flot de personnes se précipitant vers les abris. Pendant ce temps, le groupe atteint enfin l'appartement et les filles s'emparent immédiatement de la salle de bain impatientes de se laver ensemble. Pour elles, c'est comme un coin de paradis où il y a de l'eau chaude, des serviettes propres et du vrai shampoing. Elles jouent avec l'eau, riant et s'amusant comme si c'était le paradis au milieu de l'enfer. Pendant ce temps, les gars ne peuvent que profiter des sons célestes venant de derrière la porte. Takashi et Koda s'affairent à ouvrir l'un des coffres-forts qu'ils trouvent dans l'appartement et à l'intérieur, ils découvrent une cache de munitions. Et dans le second coffre-fort, 3 armes. Les yeux de Koda s'illuminent, on dirait le matin de Noël. Koda, bavant presque d'excitation, déclare qu'elles sont toutes complètement illégales avec une telle puissance de feu et que maintenant, elles sont entre ses mains. Pendant que Kuta s'extasie sur les armes, Takashi en prend une nonchalamment et la pointe sur lui. Kuta panique immédiatement, lui hurlant de ne pas pointer d'armes à feu sur les gens, même si elles sont déchargées. Mais alors, tous deux se retrouvent silencieux. Ils réalisent qu'ils ne combattent plus seulement les morts vivants, mais que c'est maintenant une zone de guerre. Kuta marmonne qu'il n'y aura plus de négociations, et il tire pour survivre. Il charge les fusils et cache le reste des munitions. Kuta mentionne nonchalamment qu'il s'est entraîné aux États-Unis pendant un mois avec un ancien soldat de la Delta Force, et Takashi le fixe, à la fois impressionné et horrifié, disant à quel point il est heureux qu'ils soient amis. Il jette un coup d'œil autour de l'appartement, se demandant qui est l'ami de Shizuka pour avoir tout cet équipement chez lui. Kuta explique que techniquement, il n'est pas illégal d'acheter les pièces séparément, car cela ne devient un crime que lorsqu'on les assemble. Il ajoute que Shizuka a dit un jour que son ami faisait partie du groupe d'assaut spécial, mais les flics vivent généralement dans des dortoirs, et si cet ami a un appartement privé comme celui-ci, alors ils sont sérieusement riches. De la salle de bain, les rires des filles s'intensifient. Kuta semble nerveux que les morts vivants puissent entendre leur bruit, mais Takashi le rassure, disant que l'endroit le plus bruyant qui les attirera est le pont. Pendant ce temps, au pont, des gens essaient toujours de forcer l'entrée des abris. Des émeutes éclatent, des manifestants hurlent pour obtenir des réponses sur l'origine du virus. La police reçoit des ordres directs, protéger les abris et le pont à tout prix. Quand les émeutiers franchissent les barricades, un officier demande confirmation et l'ordre est clair. Takashi et Kauta utilisent des jumelles pour observer, mais quand c'est le tour de Kauta, il aperçoit une équipe de journalistes et dit à Takashi d'allumer la télévision. Les infos montrent les manifestations où les gens accusent le gouvernement d'utiliser la quarantaine comme prétexte pour garder les abris exclusifs. Des tracts circulent affirmant que le virus est une arme biologique, mais personne ne connaît la vérité. Takashi fronce les sourcils à cette déclaration, car si dans les jeux et les films c'est toujours une arme biologique, celle-ci ressemble à une théorie du complot. De retour au pont, les morts vivants se rapprochent et la police ouvre le feu. Une femme court avec sa fille, suppliant les policiers de ne pas tirer, mais sa fille est déjà transformée. Elle mord sa mère et, sans hésitation, conformément à leurs ordres, les officiers n'ont d'autre alternative que de tirer. Un homme ne cesse de hurler, accusant les policiers de meurtre. Le chef de la police l'affronte, lui demande calmement de reculer à 2 reprises. Quand l'homme refuse encore, le chef sort son pistolet et l'abat, suivant l'ordre de maîtriser le chaos à tout prix. Pendant un instant, tout devient silencieux, puis la diffusion s'interrompt. Takashi éteint la télé et veut partir, mais Kauta secoue la tête, lui disant que c'est trop risqué la nuit. Soudain, Shizuka arrive en rampant par derrière, ivre et gloussant, et percute de plein fouet Takashi. Ses atouts généreux l'étouffent, tandis qu'elle lui dépose un baiser sur la joue.
Il essaie de l'arrêter, mais ses mains se posent là où elles ne devraient pas, ce qui fait que Shizuka émet des petits bruits joyeux avant qu'il ne se retire finalement. Toujours complètement à l'ouest, Shizuka reporte son attention sur Kuta et l'embrasse aussi sur la joue, ce qui fait griller son cerveau sur le champ. Takashi soupire et la porte jusqu'à sa chambre, pensant que si la situation était différente, il ferait un film professeur-élève sur le champ. Mais au moment où il dit ça à voix haute, Rei le surprend avec Shizuka affalée sur son dos. Rei, elle aussi, ivre, se penche avec une expression hébétée et marmonne qu'elle envoie 3 avant de s'effondrer au sol. Elle se met à pleurer, murmurant des choses sur son père et Hisashi. Takashi glisse doucement Shizuka dans son lit, tire la couverture sur elle, et juste au moment où il pense que les choses ne peuvent pas devenir plus rocambolesques, il aperçoit Takagi endormi sur le canapé, ses atouts à peine contenus, menaçant de déborder. Takashi va au frigo prendre quelque chose à manger, ne remarquant pas Sayako qui cuisine derrière lui, disant qu'elle prépare le dîner. Quand il se retourne, il reste figé, la voyant vêtue seulement d'un tablier, ce qui est le costume rêvé pour tout homme de voir sa femme ainsi. Complètement calme, Sayako explique qu'elle n'a rien trouvé d'autre qui lui allait, alors elle a mis ça. Takashi la fixe, disant que c'est un peu risqué, mais Sayako le balaye d'un revers de main, disant qu'elle a confiance en lui et en Kuta. À ce moment-là, des bruits de pas lourds résonnent depuis les escaliers, et quand il regarde, c'est Rei qui est encore ivre et qui réclame maintenant l'attention de Takashi. Sayako le laisse s'approcher d'elle, lui disant de faire taire les gargouillements de son ventre. Puis Rei se met à parler d'Hisashi, de sa douceur et de son affection. Elle dit que Takashi est trop direct, contrairement à Hisashi, et il reste silencieux, lui tend une boisson et lui demande si elle est fatiguée. Ça la met en colère, et Rei explose de nouveau, le traitant d'insensible, pas comme Hisashi. Takashi finit par craquer, refusant d'être comparé à un mort, et reconnaît que même s'il ne sera jamais Hisashi, il est le seul qu'elle est, stupéfaite. Rei le fixe en silence. Ses yeux embués de larmes se posent sur les siens et à cet instant, elle l'embrasse. Tandis que tous dorment en sécurité dans leur sanctuaire, le monde extérieur ne cesse d'empirer, avec des gens qui paniquent et les morts vivants qui se régalent d'eux. Après sa séance de baiser, Takashi va voir Kauta qui est déjà en position avec son fusil de précision, observant les vagues de morts vivants se déversant dans les rues en contrebas, s'approchant de leur position. Dehors, un PNJ tente désespérément de repousser les morts vivants avec son arme, mais finit par mourir. Saeko entend les coups de feu et rejoint rapidement les garçons pour voir ce qui se passe. Takashi est déjà survolté, prêt à leur tirer dessus pour sauver les gens d'en bas, mais Saeko l'arrête. Elle lui rappelle que les tirs n'attireront que les morts vivants vers leur bâtiment, et que d'autres survivants pourraient voir leur lumière et penser que c'est un endroit sûr. Elle dit à Takashi de regarder à nouveau à quel point la ville est dévastée. Takashi marque une pause car il y a quelque chose de différent chez Saeko ce soir, et elle se tourne vers lui et dit « Peut-être veut-il être un héros, mais elle essaie juste d'être réaliste ». Takashi retourne sur le balcon pour observer avec les jumelles. En contrebas, les gens font tout leur possible pour trouver un abri, quitte à se battre pour l'obtenir. Parmi ces gens, Takashi observe un homme qui porte désespérément sa fille de porte en porte, suppliant pour trouver un endroit sûr où se réfugier. Elle demande à son père où est maman, et l'homme tente de calmer sa fille, lui disant que maman est désormais dans un meilleur endroit. Il essaie de frapper à une maison pour s'abriter, suppliant de laisser au moins sa fille entrer, mais personne n'ouvre. Pris de désespoir, il menace de défoncer la porte pour faire entrer son enfant, et ce n'est qu'alors que quelqu'un répond enfin. Mais soudain, pris de panique, le propriétaire poignarde l'homme en plein cœur, juste là, sur le perron, et la porte se referme violemment, abandonnant l'homme mourant et sa petite fille seule. Elle ne comprend même pas ce qui vient de se passer, mais même dans ces derniers instants, l'homme calme sa fille, lui disant de se cacher. La jeune fille se met à pleurer, confuse et terrifiée, suppliant son père de revenir. Ses cris commencent à attirer les morts vivants et Takashi n'en peut plus. Kaoha a déjà le sniper en joue et la sauve d'un tir tout en abattant les morts vivants pour dégager un chemin. Takashi lui reproche d'avoir tiré et Kaoha refuse de laisser mourir la fille, ce que Takashi accepte. Il descend la chercher et en chemin, il croise Reo qui insiste pour l'accompagner. Takashi lui ordonne de garder le portail et Saeko apparaît respectant sa détermination et lui souhaitant bonne chance. Avant de partir, Reo lui tend le pistolet et ils partagent un bref moment de calme. Puis, avec l'aide de la jeune fille, Takashi s'empare de son vélo et s'en va, tandis que Kaoha le couvre depuis les hauteurs. La mission de sauvetage débute, et Takashi fonce à travers les rues sur son vélo, percutant les morts vivants sur son passage, tandis que Kaoha le dirige à distance grâce à ses tirs de sniper d'une précision redoutable. Quand Takashi rejoint la fille, son vélo glisse, le laissant sans moyen de transport, mais il se concentre sur elle. Grâce à la couverture de Kaoha, Takashi réussit à rejoindre la fille et un chien qui passait par là. Il continue de nettoyer la maison, quand soudain un mort-vivant surgit, le forçant à utiliser son arme et attire l'attention du mort-vivant. Pendant ce temps, Takagi se réveille à cause des coups de feu. Réalisant que les morts vivants pourraient bientôt affluer, elle se précipite pour réveiller Shizuka. Encore à moitié vêtue, Shizuka trébuche hors du lit, et Kaoha a une vue imprenable qu'il n'oubliera jamais. Takagi, imperturbable, lui dit de se préparer à quitter le bâtiment. Les filles se rassemblent en bas, et Saeko annonce qu'il est temps de monter en voiture et d'aller chercher Takashi, car les morts vivants suivent déjà le bruit qu'il a fait. De son côté, Takashi réussit à verrouiller le portail derrière lui pour empêcher les morts vivants d'entrer. Le corps du père est toujours là, et Takashi se couvre le visage et lui offre une fleur en signe de respect pour sa dernière demeure.
Il chuchote à la jeune fille que son père est mort en protégeant sa fille et qu'il était un héros. La jeune fille pleure une dernière fois, disant adieu à son père. Elle s'appuie sur Takashi maintenant, lui demandant ce qu'ils devraient me taire et comment ils peuvent s'en sortir. Takashi n'a pas de réponse, mais il aperçoit alors un mur d'enceinte par où il pourrait s'échapper. Pendant ce temps, Saeko et les autres chargent l'équipement dans le Humvee, mais Kaoha aperçoit Takashi et la jeune fille se déplaçant sur le mur, évitant les morts vivants. Il se dit de ne pas regarder en bas pour calmer ses nerfs. Mais au milieu de tout ça, le chien le lèche et la petite fille lui dit qu'elle a vraiment besoin de faire pipi. Il lui demande de se retenir, mais elle le supplie de la laisser faire, alors il la laisse se soulager directement sur son dos. Alors que Takashi atteint le bord, le Humvee déboule dans la rue. Saeko se tient droite sur le toit, l'air redoutable, pendant que Kaoha couvre d'en bas. Shizuka conduit comme une folle droit à travers la horde. Il s'arrête juste à temps, et Saeko saute et commence à ouvrir un chemin avec son épée, pendant que Kaoha tire par-dessus son épaule avec une précision mortelle. Takashi attrape la fille, sprint et saute dans le véhicule. Puis, il se dirige vers la partie suivante de la ville pour trouver la sécurité. Le lendemain, le Humvee longe la rivière. La petite fille s'appelle Alice, et elle s'accroche immédiatement à Kuta. C'est maintenant au tour de Kuta et Takagi de monter la garde, pendant que Takashi, Rei et Saeko se reposent enfin. Alors qu'ils approchent de la fin du sentier fluvial, Shizuka réveille doucement tout le monde. Rei est la première à ouvrir les yeux, et d'abord, elle sourit, réalisant qu'elle était appuyée sur Takashi. Mais son sourire disparaît au moment où elle voit Saeko baver sur son cannoli crémeux. Son humeur change, et elle pince Takashi en pleine joue. Cette pincée le tire de son sommeil, et tandis qu'il essaie de comprendre ce qui se passe, son cœur manque de s'arrêter, surtout quand Rei lui fait remarquer ce qu'il a sur les genoux. Saeko commence également à s'éveiller, et son tablier ne cache presque rien jusqu'à ce qu'elle se redresse complètement. Le Humvee s'arrête sous le pont principal, Shizuka sort des vêtements qu'elle avait pris chez son ami, et les filles commencent à se changer. Pendant ce temps, Takashi et Kaoha montent la garde de l'autre côté. Pendant qu'ils attendent, Kaoha tend une arme à Takashi car il pense qu'il pourrait en avoir besoin bientôt. Il lui explique rapidement comment l'utiliser. Au moment où l'explication se termine, les filles ont fini de se changer et maintenant elles sont prêtes à leur manière. Takashi et Kaoha sont tous deux sans voix. Rei, exhibant son propre pistolet, inquiète Takashi, mais elle écarte vite son inquiétude, disant que Kaoha lui a déjà appris à s'en servir. Takashi et Kaoha sortent pour vérifier la rue principale. C'est calme, sans mort-vivant ni personne en vue. La route est dégagée et Shizuka ramène le Humvee sur la chaussée. Bien qu'il n'y ait aucun signe de vie, Rao espère secrètement que son père est toujours en vie. La maison la plus proche appartient à la famille de Takagi, et Takagi n'attend pas grand chose, mais elle veut quand même vérifier. Shizuka conduit sur la route principale pendant que Takashi et Rao restent sur le toit du Humvee à l'affût. Takashi remarque qu'il n'y a plus d'hélicoptère survolant la ville et Rao signale qu'ils n'ont pas vu de morts vivants depuis qu'ils ont quitté la rivière. Cela leur procure un sentiment de normalité pendant un court instant jusqu'à ce que Kaoha aperçoive une horde massive de morts vivants droit devant. Takashi dirige rapidement Shizuka vers une autre route, les guidant pour éviter la foule. Mais quelle que soit la rue qu'ils empruntent, d'autres morts vivants bloquent le passage. Shizuka commence à paniquer, essayant de se frayer un chemin dans les rues, jusqu'à ce qu'il se retrouve sous un autre pont. C'est alors que Rei voit un fil de fer tendu en travers de la route, et Shizuka ne peut pas s'arrêter à temps. Le Humvee s'arrête, et Rei est projeté du toit, atterrissant lourdement sur le trottoir. Takashi saute pour l'aider. Il essaie d'utiliser son arme pour la première fois, mais rate ses premiers tirs. Kao lui donne de rapides instructions et bientôt il assène des coups puissants. Kao et Sayoko se précipitent pour ouvrir un passage. Au moment où Takashi commence à maîtriser l'arme, il n'a plus de munitions. Il fouille dans sa poche, mais ses mains tremblent et les munitions lui glissent entre les doigts, le laissant complètement démuni. La panique s'installe et un instant, il pense que c'est fini. Il serre Rei contre lui, la protégeant, mais il se souvient alors que Rei a une arme. Sans meilleure option, Takashi utilise son corps épais comme appui et pose l'arme sur elle, tirant sur les morts vivants qui approchent. Entre les balles et les mouvements élégants et mortels de Sayako, on dirait que l'équipe d'animation se donne à fond, animant d'une main pour la physique des balancements. Alice, bien qu'encore une enfant, tente d'aider. Ses mains tremblent alors qu'elle tend des balles à Kuta, et en la voyant ainsi, Kuta prend la ferme décision de dégager le chemin, quoi qu'il en coûte. Takashi finit par se joindre à eux aussi, tentant de faire le brave et de tirer un coup. Tout le monde fait de son mieux pour riposter, mais tout ce bruit attire de plus en plus de morts vivants. Et au moment où le soleil commence à se coucher, ils n'ont toujours pas trouvé de sortie, tandis que les balles s'épuisent rapidement. Puis soudain, Zek, le chien, bondit du Humvee et commence à attaquer les morts vivants. Voyant cela, Takashi sait qu'il ne peut pas rester en arrière. Quand elle essaie de tirer à nouveau, il l'arrête, prend son arme et lui dit d'attendre avec Rei. Avec Sayako à ses côtés, Takashi fonce dans la foule, éloignant la horde. Comme à pas, ils font du bruit, attirant les morts vivants loin du groupe. Mais ça marche à peine car d'autres continuent d'arriver vers le Humvee. Pendant ce temps, Kuta dit à Alice de ramper sous les fils et de se mettre en sécurité, et il promet qu'ils suivront après avoir nettoyé les morts vivants. Mais Alice secoue la tête, car elle en a assez vu. Elle se souvient des promesses de son père et de comment il lui avait dit que tout irait bien, mais il est quand même mort et elle s'est retrouvée seule au monde. Alice pleure, suppliant de ne pas être abandonnée, et elle veut rester avec eux, quoi qu'il arrive. Dans ce moment critique, juste quand tout espoir semble perdu, un groupe de soldats entièrement armés apparaît et commence à tirer sur les morts vivants, les éliminant. Tout le monde est sauvé,
et Shizuka court vers celle qui semble être la chef et les remercie pour le sauvetage. Leur chef retire son casque, se révélant être la mère de Takashi. La mère de Takashi et son équipe ayant sauvé le groupe de la mort, seuls Sayako et Takashi sont laissés derrière. Avant de se séparer, Takashi leur promet de les attendre chez elle. Alors, les deux essaient de trouver un moyen de retourner rejoindre les autres chez Takashi. Le soleil est déjà bas dans le ciel, et à chaque coin de rue qu'ils tournent, ils rencontrent de plus en plus de morts vivants. C'est alors que Takashi se souvient qu'ils ont croisé un concessionnaire automobile un peu plus tôt, et il a soudain une idée. Au showroom, Takashi envisage de prendre une moto, mais quand il en parle, Sayako le charrie, disant qu'ils sont en couple. Takashi comprend ce qu'elle veut dire et se contente de rire. Ils continuent de chercher et finissent par trouver un véhicule spécial qui peut rouler sur terre et sur l'eau. Takashi saute au volant et prend la direction de la rivière, ayant clairement un plan en tête. Il conduit jusqu'à la berge et tandis qu'ils descendent, les morts vivants commencent à dévaler les escaliers derrière eux. Takashi ressent un bref moment de triomphe, pensant qu'ils sont en sécurité. Mais Sayako fait vite remarquer que ce n'est pas si simple et que les morts vivants bougent toujours. Ils foncent droit dans la rivière pour s'échapper et alors que le véhicule plonge dans l'eau, une énorme vague les submerge. Sayako se retrouve trempé et Takashi, complètement pris au dépourvu, se fige, se transformant en un robot total, incapable de prononcer un seul mot cohérent à la vue d'une si belle silhouette. Alors que le soleil se couche et que des morts vivants rôdent près de la berge, Takashi les dirige vers un petit îlot au milieu de la rivière. Il suggère qu'ils passent la nuit ici, mais Sayako éternue, car ses vêtements mouillés la font frissonner de froid. Takashi, peinant à garder les yeux fixés, comprend qu'elle a besoin de quelque chose de sec à porter. Sans trop réfléchir, il prend son propre débardeur et le lui tend, juste le temps que le sien sèche. Quand elle enfile ses vêtements, Takashi est troublé et excité, ne sachant pas comment se comporter devant Sayako. Pour détendre l'atmosphère, il lui demande maladroitement si Sayako a des sentiments pour quelqu'un, et à sa grande surprise, elle lui répond par l'affirmative. Elle change alors de sujet en proposant qu'il s'en aille, ce qu'il accepte sans hésiter. Ils continuent d'avancer et arrivent à un parc. Takashi conduit le véhicule dans la fontaine et l'attache à la structure centrale. Il maintient la pédale d'accélérateur enfoncée, le faisant tourner en rond comme un carrousel bruyant, créant un son assez fort pour attirer les morts vivants vers la fontaine et les éloigner des rues. Sayako comprend immédiatement. Elle bondit hors du véhicule et se jette dans la horde, combattant comme la véritable samouraï qu'elle est. Ses mouvements sont rapides, précis, mortels, presque comme si elle y prenait un certain plaisir. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle se retrouve face à un jeune mort-vivant et elle se fige. Takashi perçoit que quelque chose ne va pas et se précipite. Dès l'instant où il aperçoit l'enfant, il n'hésite pas et tire, puis il entraîne Sayako loin de là. Il s'abrite dans un sanctuaire voisin. Takashi lui demande pourquoi elle est restée figée, mais Sayako ne répond pas et elle s'écroule au sol silencieuse. Takashi n'insiste pas. Au lieu de cela, il leur dit qu'ils attendront là jusqu'au matin. Il allume une bougie et regarde autour de lui, trouvant un véritable katana reposant sur une table. N'obtenant toujours aucune réaction de sa part, il lui prépare également des vêtements secs et attend derrière un rideau pendant qu'elle se change. Un lourd silence emplit l'espace, et Takashi comprend que Sayako a besoin de son propre espace. Puis pour tenter d'alléger l'atmosphère, Takashi lui tend un mouchoir humide et dit doucement que c'est pour qu'elle se nettoie. Son petit commentaire fait enfin sourire et rire un peu Sayako. Après un moment, Sayako parle et demande à Takashi pourquoi il ne l'a pas questionné. Takashi répond simplement qu'il ne posera pas de questions si elle ne peut pas répondre. Lentement, Sayako commence à s'ouvrir. Elle revient sur la question de Takashi à propos d'aimer quelqu'un, et bien qu'elle admette qu'elle aime bien quelqu'un, elle dit qu'elle ne le mérite pas. Elle commence à expliquer son passé. Elle dit qu'elle a été attaquée une fois par un étranger au milieu de la nuit, et elle s'est défendue, lui a cassé les jambes et brisé les côtes. Mais elle dit à Takashi que ce n'est pas ce qui la hante, car ce qui la hante vraiment, c'est qu'elle a aimé ça, la violence, la domination, la libération, et ça l'a fait se sentir comme un monstre, ce qui lui a procuré du plaisir. Takashi dit qu'il comprend en quelque sorte, car il ressent aussi une satisfaction malsaine en massacrant les morts vivants. Mais Sayako insiste sur le fait que ce n'est pas la même chose, et qu'elle était déjà brisée bien avant tout cela, quand elle aimait détruire la vie d'un être humain. Mais plutôt dans le parc, quand elle a vu ce jeune mort-vivant, elle s'est figée car cela lui a rappelé la vérité qu'elle est un monstre, en rien différente de la créature qui se tenait devant elle. Takashi n'a pas les mots parfaits, mais il lui prend la main, puis l'embrasse tendrement avant de la réconforter tout au long de la nuit. Le lendemain matin, alors qu'ils se préparent à partir, une nouvelle vague de morts-vivants commence à encercler le sanctuaire. Takashi appelle Sayako, mais elle est encore perdue dans ses pensées, prisonnière de ce qu'ils ont fait la nuit précédente. Alors, il fait ce qu'il estime devoir faire. Il la prend dans ses bras et la serre fort, d'une manière qui éveille la femme en elle, afin de faire revenir la Sayako qui n'hésitait jamais. Ça fonctionne. Et elle murmure ses remerciements tandis que le feu revient dans ses yeux. Cependant, contrairement à avant, cette fois, avec un véritable katana en main, le vrai monstre en Sayako s'éveille. Elle combat avec précision, rapidité et une efficacité mortelle, savourant chaque coup. Elle taille en pièces la horde comme une tempête, et une fois le passage dégagé, Takashi la conduit vers sa maison par la porte de derrière. Là, Zek se met à aboyer, et les autres se réjouissent de leur retour, sans savoir que Takashi a libéré et accepté l'obscurité en Sayako durant leur nuit passionnée. On dirait que l'univers est du côté de Takashi. Après avoir passé une nuit avec Sayako, il se retrouve maintenant dans un autre moment inattendu, avec Rei et toute sa situation.
Rei va se faire masser le dos après être tombé du Humvee la veille, et Shizuka demande à Takashi de tenir Rei pendant la séance, ce qui lui fait voir et entendre tous ses petits cris de joie. Après le soin, Rei le jette hors de la pièce, le réprimandant et se plaignant que sa poitrine lui fait toujours mal à cause de lui. En bas, Takashi croise Sayako, qui a maintenant enfilé un yukata. Les choses sont encore un peu gênantes entre eux, mais ils en rient tous les deux. Puis Alice apparaît. Takashi lui dit qu'il est content qu'elle aille bien maintenant, se souvenant qu'elle s'était endormie en pleurant à côté de Shizuka. Mais la paix est vite rompue quand les voix commencent à monter, car Takashi et sa mère se disputent. Quand Takashi demande ce qui se passe, Takashi lui répond sèchement, agacé qu'il l'appelle encore par son nom de famille. La mère de Takashi s'excuse pour l'attitude de sa fille, mais Takashi dit que ce n'est rien, et la remercie personnellement d'avoir permis à tout le monde de rester à la maison. Pendant ce temps, Takashi s'approche de Kuta, qui travaille toujours sur ses armes. Elle lui dit clairement qu'ils ne peuvent pas rester ici beaucoup plus longtemps, car la maison manque de ressources. L'eau et l'électricité sont déjà sous forte pression. Au même moment, la mère de Takashi lui dit la même chose. L'armée a pris le contrôle des services publics, intervenant sans attendre les ordres du gouvernement. Quant aux personnes cherchant refuge dans son domaine, elle dit que seuls ceux qui sont prêts à se battre peuvent rester. Elle demande à Takashi d'aider Takagi à comprendre cela et à la faire entendre raison. De retour au garage, un des ouvriers adultes aperçoit Kao avec ses armes et lui dit que les étudiants n'ont pas le droit de manipuler des armes. Kao semble sur le point de craquer sous la pression de cet homme, mais Takagi intervient aussitôt pour le défendre, et l'homme recule, comprenant qu'il fait face à la fille de son maître. Ensuite, Takagi fait remarquer que les adultes les voient toujours comme de simples étudiants, et peu importe ce qu'ils ont traversé, les adultes ne les prendront pas au sérieux. Le groupe se réunit alors pour une réunion dans la chambre de Rei. Comme elle ne peut toujours pas marcher, et que Takagi refuse de perdre davantage de temps, elle demande directement à tout le monde s'ils doivent rester ensemble ou se séparer. En entendant cela, Sayoko comprend que sous la protection de la puissante famille de Takagi, il n'y a que deux options, et qu'ils doivent soit se joindre à eux, soit partir. Takashi demande pourquoi il faudrait absolument se séparer et ne pas rester simplement ici pour compter sur les parents de Takagi, sachant qu'ils disposent des ressources et de la sécurité nécessaires. Mais alors, Takagi craque. Elle crie que ses parents sont des gens formidables, de grands leaders, si grands qu'ils ont oublié leur propre fille, car tout ce qui les intéresse est de protéger leur image et leurs adeptes. Takashi l'attrape par le col, les yeux brûlants de frustration. Il lui dit qu'elle devrait être reconnaissante d'avoir encore ses parents, encore un foyer, alors que les autres ne savent même pas si leurs familles sont vivantes et en bonne santé. Ces mots la frappent de plein fouet et Takagi tombe dans le silence. Takashi la lâche avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus, alors un grand tumulte éclate dehors. C'est le père de Takagi qui arrive avec un camion de conteneurs. Entouré de ses partisans, des gens qu'il a lui-même fait entrer dans le domaine, il traîne un des morts vivants hors de l'ombre et le présente à tous comme son ancien ami. Puis, à la stupéfaction générale de tous, il le décapite devant leurs yeux pour prouver son propos. Il déclare que s'ils veulent survivre, absolument tout le monde doit se battre, même si c'est contre leurs anciens êtres chers. Un silence pesant tombe, et personne n'ose plus s'opposer à lui. De retour à l'intérieur, Kuda prend enfin la parole. Il marmonne qu'une simple épée ne suffit pas, car même si elle peut trancher l'os, après 3 corps, elle devient complètement inutile. Cependant, en contraste, Saeko répond calmement qu'elle pense que les épées peuvent fonctionner si elles sont de bonne qualité et entre des mains expertes. Kuda s'emporte soudainement et s'en va en trombe. Takashi le poursuit, mais le perd dans le couloir. Alice, remarquant la panique, propose son aide. Sachant qu'elle et Kuda sont amis, Takashi hoche la tête et la laisse partir, croyant que la petite fille peut le calmer. Mais quelques minutes plus tard, Alice revient en courant, paniquée, disant que Kuda a des problèmes. Ailleurs, Takagi cherche aussi Kuda, mais trouve plutôt Saeko assise en silence près de l'étang au carpe koi. Takagi, qui ne mâche pas ses mots, fait un commentaire. Saeko se lève, disant qu'elle n'est pas d'humeur. Takagi lui dit la vérité, qu'ils n'auront pas le luxe du calme pour longtemps, car leurs jours paisibles touchent à leur fin. Elle ajoute qu'au final, ils devront se battre, soit aux côtés de ses parents, soit en tant que leur propre groupe. Pendant ce temps, Kanta est interpellé par des travailleurs adultes qui veulent lui prendre ses armes, disant que les étudiants n'ont pas le droit d'être armés. Mais Kanta supplie, affirmant que ses armes sont tout ce qu'il possède. La situation devient tendue, et les travailleurs sont prêts à le prendre par la force. Takashi arrive juste derrière eux, mais avant qu'ils ne puissent intervenir, le père de Takagi apparaît. Il exige de savoir ce qui se passe. Les ouvriers expliquent que les armes de Kanta sont illégales et que les étudiants ne devraient pas y avoir accès. Le père de Takagi regarde directement Kaotei et lui demande son nom. Avec des mains tremblantes et d'une voix hésitante, Kaotei donne son nom complet, et même sa classe. Il le supplie de ne pas lui prendre ses armes, disant que c'est la seule chose qu'il sache bien faire. Le père de Takagi n'a qu'une seule question, et demande à Kaotei quelle est sa valeur. Avant que Kaotei ne puisse répondre, Takashi s'avance et crie que la valeur de Kaotei est qu'il peut protéger sa fille. Reconnaissant Takashi, l'homme marque une pause et écoute attentivement. Takashi poursuit en affirmant que Kaotei a sauvé Takagi un nombre incalculable de fois. Puis Saeko ajoute sa voix, attestant qu'elle a été témoin direct de l'incroyable habileté de Kaotei au pistolet. Un par un, le reste du groupe s'avance. Tous se tiennent derrière Kaotei. Enfin, Takagi s'approche. D'une voix ferme et inébranlable, elle déclare que seul Kaotei et ses amis m'ont toujours protégé et non ses parents parfaits.
Quelques jours plus tard, en coulisses, l'un des étudiants qui avait été avec Shido rôde toujours dans les parages. Il rapporte tout ce qu'il sait sur le groupe de Takashi à Shido, qui se sent désormais à l'aise de jouer le rôle de chef de sa petite secte dégénérée et perverse. De retour dans la tente des survivants, Takagi cesse d'édulcorer la situation. Elle affirme crûment que le gouvernement ne sait pas ce qui se passe et qu'il cache tout pour éviter la panique générale. Les adultes reçoivent mal ses propos et ils la contredisent, refusant de croire que les morts marchent réellement. Pour eux, ce n'est qu'un nouveau virus, quelque chose qui a encore un remède. Takagi les met au défi, demandant si, puisqu'ils sont si sûrs, qui d'entre eux va se lever et le prouver. Sans surprise, personne ne répond et personne n'essaie même. Takagi affirme qu'elle est d'accord avec la politique de son père. Personne ne doit être mordu et en cas de rencontre avec les morts vivants, il faut tirer à vue. Mais les adultes ne sont toujours pas prêts à affronter la réalité. Une femme prétend que tout cela est un jeu de pouvoir des parents de Takagi, où ils utilisent la peur pour contrôler les masses et des étudiants stupides pour provoquer les autres à combattre les morts vivants, qu'elle croit être encore des gens malades mais innocents. Takagi, Kota et Takashi n'en croient pas leurs oreilles. Ils ne disent rien, ayant décidé qu'il était inutile de discuter avec des gens qui refusent d'ouvrir les yeux. Au début, Takagi voulait seulement expliquer, mais maintenant elle est furieuse. Elle marmonne que ces gens ne veulent tout simplement pas voir la vérité. Kota dit qu'il comprend un peu, car les gens ont tendance à ignorer ce qu'ils ne veulent pas affronter, que même quand ils connaissent la vérité au plus profond d'eux-mêmes, ils préfèrent faire comme si ce n'était pas réel. Takashi comprend aussi, c'est un peu comme quand il ne voulait pas accepter que Rei soit heureuse avec son ex. Mais Takagi lui dit que ce n'est pas le moment de se laisser aller à des illusions. Kota est d'accord que le vrai problème est que les adultes essaient toujours de faire en sorte que les choses semblent normales, même si plus rien dans le monde n'est normal. Takagi ajoute qu'ils ne peuvent tout simplement pas admettre leurs propres erreurs, et Kota acquiesce, car tout ce qu'ils ont traversé, de l'école à maintenant, lui a appris qu'apprendre de l'échec est la seule façon d'avancer. Takashi reconnaît aussi ses propres erreurs, mais pendant qu'il parle, Takagi et Kaotei lui sourient. Ils lui disent que le groupe a déjà décidé qu'il est leur chef maintenant. Pendant ce temps, Saeko rencontre le père de Takagi, qui dans le passé était l'élève de son père, dont la famille est issue d'une longue et honorable lignée. Le père de Takagi lui offre un katana et Saeko en reconnaît immédiatement la valeur. Elle tente de le rendre avec respect, mais il rit et le lui tend tout de même, car c'est un témoignage de gratitude pour son père et pour avoir sauvé Takagi. Saeko dit humblement qu'elle n'était pas la seule, et que Takagi a également joué un rôle crucial dans leur survie. Elle déclare que s'il veut vraiment protéger sa fille, il devrait se tenir à ses côtés. Elle ajoute que s'il souhaite vraiment offrir le katana, il devrait le donner à Takashi. Le père de Takagi est d'accord, mais il pense que Takashi n'est pas encore assez stable pour diriger. Ailleurs, Takashi se demande s'il est vraiment la bonne personne pour diriger, et c'est là que Rei entre dans la pièce et lui dit que ça lui va bien, affirmant qu'il est un homme bon. Takashi ricane, disant qu'il ne fait que survivre, qu'il aide juste, comme un personnage de soutien dans un jeu, où Sayoko, Kota et Rei sont les combattants, Takagi est le cerveau, Shizuka la guérisseuse, et Alice est juste Alice. Rei rit, elle dit que les filles préfèrent d'habitude les types mignons ou affectueux, et Takashi n'est aucun des deux, mais elle admet que parfois il est un peu maladroit, et parfois il est très courageux. Elle ajoute qu'il n'a pas toujours de raison, mais qu'il fait toujours ce qu'il faut, ce qu'elle apprécie. Ensuite, Rei avoue qu'elle regrette de ne pas avoir vu sa valeur plus tôt, et maintenant, elle ne veut plus le quitter, même si un jour Takashi tombe amoureux d'une autre, car elle veut toujours être là, à ses côtés. Son honnêteté le prend au dépourvu, et la tension torride entre eux monte. Takashi la pousse sur le lit et les choses deviennent intenses et moites entre eux. 10 coups de rein plus tard, elle se lève rapidement et dit qu'elle doit voir Shizuka pour un examen, lui demandant de bien réfléchir à ce qu'elle vient de dire. Alors qu'elle ouvre la porte, Sayoko attend dehors, et elle mentionne qu'elle leur a laissé un peu d'intimité pour la progression de l'intrigue, sachant que Takashi se déchaînait. Rei la repousse, ressentant toujours la chaleur et l'atmosphère persistante de la nuit que Sayoko et Takashi ont passé ensemble. Pendant ce temps, Shido et son culte passent à l'action. L'une des filles séduit un garde, ouvrant ainsi un passage vers le manoir de la famille Takagi. Au même moment, Takashi décide de partir à la recherche des parents de Rei. Il ne sait pas par où commencer, car son propre père est dans une autre ville et sa mère était à l'école quand tout a dégénéré. Mais il sait que le père de Rei est policier et que sa mère se cache peut-être encore à la maison. Le père de Takagi prévient Takashi que sa famille et son groupe comptent partir dans 2 jours, car il est trop dangereux de rester plus longtemps. Takashi promet qu'ils seront de retour avant ça, mais s'ils ne le sont pas, il leur dit de continuer sans eux. Au moment où Takashi et Rei sont sur le point de partir, Sayako intervient, décidant de les accompagner. Les autres viennent aussi leur dire au revoir, mais avant qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit, Rei se fige. Shido est arrivé, escorté par l'un des gardes qui le trouvait sympathique, et il est toujours plein d'une arrogance suffisante. Le garde le loue comme un professeur qui a sauvé ses élèves, mais derrière ce faux sourire, Shido n'est rien de plus que le produit d'un foyer brisé et d'une éducation pervertie. Par le passé, il a été payé par un maire local corrompu qui haïssait le père de Rei pour son sens aigu de la justice, alors Shido a reçu l'ordre de s'assurer que Rei échoue à un cours. Et depuis ce jour, Rei le déteste plus profondément que l'enfer lui-même. Dès l'instant où elle le voit, elle fonce, pistolet à la main, couteau pointé, prête à le poignarder au visage. Shido devient silencieux. Il demande à Rei depuis quand elle sait utiliser une arme. Elle répond froidement que c'est son père qui le lui a appris, le même homme dont Shido a détruit la réputation.
Rei révèle qu'elle est restée silencieuse tout ce temps, parce que son père avait promis de livrer Shido à la justice. Mais maintenant, avec lui juste devant elle, elle est prête à l'envoyer en enfer. À ce moment-là, plein d'une aura de Chadness, le père de Takashi entre. Il dit à Rei que c'est un monde libre, alors si elle veut abattre Shido, elle peut le faire. Takashi essaie de l'arrêter, mais Sayako le retient, lui disant que c'est la décision de Rei. Shido essaie de la manipuler, lui disant de tirer pour qu'elle vive avec la culpabilité d'être une meurtrière. Mais en étant la plus grande, Rei ne cède pas. Elle affirme que même mort ici, il n'aura aucune valeur, il vaudra moins que la terre. Elle s'éloigne la tête haute, tandis que le père de Takagi ordonne à Shido et à sa secte de remonter dans leur bus et de quitter le manoir. Loin au-delà des murs du domaine, le chaos ne fait qu'empirer, tandis que les pays se rejettent la faute et que les tensions montent. Parmi les décisions que prennent les dirigeants, certains décident qu'il est temps de retourner à l'âge de pierre, et ils s'envoient des ogives nucléaires les uns sur les autres. De retour sur la terre ferme, Shizuka s'illumine soudainement en se souvenant du numéro de téléphone de son amie, celle qui possède l'appartement, le Humvee et une cache d'armes, Reika. À son grand soulagement, Reika répond et Shizuka fond immédiatement en larmes, submergée par le fait que son amie soit encore en vie, et se met à raconter tout ce qu'elle a traversé. Reika, actuellement bloquée à l'aéroport, a à peine le temps de dire un mot avant qu'une explosion n'illumine le ciel où des missiles détonnent en plein vol. Un éclair aveuglant se propage à travers le pays, coupant l'électricité, les signaux et provoquant la panne des machines. Takagi soupçonne qu'il s'agit d'une IEM, une explosion nucléaire à haute altitude. Elle explique la science. Les rayons gamma créent des électrons issus de l'atmosphère, déclenchant l'effet Compton, et le champ magnétique terrestre propage l'impulsion partout où, en termes simples, tout appareil électronique est grillé. L'impact est immédiat et le bus de Shido perd le contrôle et s'écrase en bout de route, détruisant une barricade, laissant le domaine familial de Takagi exposé aux morts vivants. Le père de Takagi demande rapidement un plan d'action. Takagi souligne que les véhicules plus anciens, surtout ceux avec un minimum d'électronique, pourraient toujours fonctionner si leurs pièces sont remplacées. Sa réponse calme et sa vivacité d'esprit rendent son père très fier. Aux portes, les morts vivants commencent à déferler. Le père de Takagi ordonne de les verrouiller et Kuta aide à abattre l'un d'eux qui s'approche trop, ce qui pousse l'un des adultes qui avait jadis tenté de lui prendre son arme à s'excuser. Pendant ce temps, la mère de Takagi se prépare au combat à sa manière. Laissant tomber tout son style, elle déchire sa robe aux cuisses pour une meilleure mobilité, et Kuta ne peut s'empêcher d'être un simp devant cette mère canon. Elle donne une arme à Takagi, révélant qu'elle s'est entraînée à la défense exécutive en travaillant à Wall Street et qu'elle est même meilleure que son mari. Elle demande à Kota d'apprendre à Takagi comment l'utiliser et il s'illumine d'excitation. La porte d'entrée cède finalement, les morts vivants déferlant à l'intérieur. Le groupe se replie dans le bâtiment tandis que les autres survivants, s'accrochant encore à la croyance que ce n'est qu'un virus curable, font enfin face à l'horrible vérité et sont dévorés. Takashi prend position sur le flanc droit, Sayako se ferait un chemin avec grâce à travers la horde, et dès qu'un ennemi s'approche trop, Rei intervient pour la protéger. D'en haut, Kota tire comme toujours, et Alice s'avance aussi, portant courageusement des munitions plus lourdes que son propre corps. Mais malgré leurs meilleurs efforts, ou leur bravoure au combat, les morts vivants continuent inlassablement d'arriver. Le père de Takagi organise ceux qui sont encore prêts à se battre, tandis que les femmes et les enfants sont conduits vers un bus pour évacuation. Un garde rapporte qu'un autre groupe qui s'est rendu à la prochaine ville est en sécurité et travaille à renforcer leurs portes. Takagi veut rester défendre la maison, mais son père refuse, car il sait que les portes ne tiendront pas et que les morts vivants entreront d'une manière ou d'une autre. Il dit à Takashi d'être fort et demande à Kota de protéger sa fille, car Takagi partira avec le groupe. Takagi proteste, mais sa mère la gifle. Elle lui dit de se réveiller et qu'ils ont des responsabilités ici, et que l'envoyer loin est la seule chose qu'ils peuvent encore faire pour la protéger en tant que parents. Alice reçoit un doux câlin de la mère de Takagi, qui lui dit d'être une bonne petite fille, de rester en sécurité, et d'écouter ce qu'on lui dit. Takagi jette un dernier regard à ses parents, et leur dit au revoir avant de se diriger vers le garage, où le Humvee est en réparation. De retour sur le front, le père de Takagi donne son ultime ordre, et charge sur le champ de bataille rempli de sang. Au garage, le mécanicien explique que le Humvee est conçu pour résister à une IEM et que celui qui l'a modifié était incroyablement préparé. Cependant, quelques pièces doivent encore être réparées, donc le groupe n'a d'autre choix que d'attendre et de survivre. Jusqu'à la fin, les parents de Takagi se battent côte à côte, se couvrant mutuellement, sachant pertinemment qu'il n'y a pas d'issue. Après un moment, le Humvee est prêt et Takagi dit à Shizuka de monter. Le mécanicien fait signe et le moteur rugit, alors tout le monde s'entasse. Takagi invite le mécanicien à les accompagner, mais il refuse, ayant déjà sauvé la seule personne qu'il devait, Takagi. Sans le temps de faire de vrais adieux, Shizuka met les gaz et le Humvee fonce, traversant la masse des morts vivants, laissant derrière les parents de Takagi, leur faisant savoir que leur fille irait bien. Au lever du soleil, Rei regarde par la fenêtre, pensant toujours à ceux qu'ils ont laissés. Takagi, retenant ses émotions, dit à tout le monde de ne pas en parler, mais Kota craque et l'exhorte à rester forte. Elle sait qu'il a raison et qu'il n'y a pas de temps pour le deuil. Takagi entend le moteur et réalise que le Humvee n'est pas réparé, mais Takashi dit à Shizuka de continuer. Il leur dit qu'il doit encore trouver sa mère et les parents de Rei, et après, ils chercheront Reika aussi.
Avec une route pleine d'incertitudes et les morts vivants à chaque coin de rue, la mort est une certitude. Mais avec des armes à la main, la physique des corps divins et le pouvoir de l'amitié, ensemble ils avancent pour rester en vie. Commentez ci-dessous zombie applaudisseur si vous avez regardé jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo